Merci d'être là. C'est vraiment de célébrer non seulement les 50e anniversaires, mais aussi de célébrer des femmes qui représentent aussi la FEP, qui ont hautement réussi, que je considère des femmes d'exception. Alors, comment on va procéder pour qu'on puisse bien s'orienter? Il va y avoir 5 principaux thèmes et par la suite, il y aura une période de questions. Alors, moi, je vous invite à prendre note s'il y a des thèmes sur lesquels vous aimeriez, peu importe, vous retenez laquelle des personnes à qui vous aimeriez poser la question. Il y a des micros sur les côtés et on va prendre le temps pour non seulement bien connaître qui ces femmes d'exception sont, mais aussi de connaître leur parcours, puis d'apprendre à travers ce qu'elles vivent et à travers ce qu'elles ont vécu. Alors, notre premier thème, ça s'appelle le parcours. Nous allons commencer soit à droite ou à gauche, ou parfois, je les invite également à ajouter des choses si elles ont le goût d'intervenir pendant ou après que l'autre a parlé. Alors, on va parler du parcours. Qu'est-ce qui les a amenés à avoir un parcours personnel et professionnel d'une telle réussite? Alors, est-ce qu'Annie veut commencer? Ah oui, hein? J'ouvre le bal comme ça. Ça en prend une. Après, c'est fini, puis c'est parti. D'une part, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous tous. Mon parcours, en fait, j'ai grandi, moi, dans l'entrepreneuriat. Mes parents étaient en affaires. Mon père a démarré sa petite entreprise dans le sous-sol, garage de la maison, alors que j'avais à peine 4 ans. Donc, j'ai été élevée dans une entreprise et rapidement, il a dit à ma mère, arrête de coudre les vêtements, là, viens m'aider. Donc, ma mère s'est retrouvée du jour au lendemain entrepreneur avec mon père. Et c'est comme ça que j'ai grandi dans le domaine de l'imprimerie commerciale. En fait, j'ai forgé mon parcours d'étudiante autour de mon souhait, de mon intérêt de joindre cette entreprise-là éventuellement. Alors, j'ai fait une technique au cégep, ensuite de ça en marketing et administration. Ensuite, j'ai poursuivi en droit parce que je trouvais que le droit, ça se mariait bien avec le monde des affaires puis que c'était quand même une belle compétence à posséder. J'ai rapidement changé d'idée parce que c'était pas tout à fait ce que je pensais une fois que j'étais assise dans la classe. Et donc, j'ai arrêté mes études en droit parce qu'un poste s'était ouvert dédié pour moi dans l'entreprise. Alors, j'ai commencé à travailler avec mes parents. Et j'ai joint la faculté de l'éducation permanente lorsque nous avons eu notre première accréditation syndicale, où on a dû négocier une première convention collective. Donc, je suis venue faire un certificat en relations industrielles. Et pour la petite histoire, j'étais la seule dans ma classe à représenter la partie patronale. Alors, ça a été extraordinaire. Et en fait, ce qui était extraordinaire, c'était que je venais en classe, j'apprenais des choses et c'est ma mère qui négociait à ce moment-là. Fait que le lendemain, j'aidais ma mère à peaufiner ses stratégies avec les avocats. Fait que tout de suite, je mettais en pratique ce que j'apprenais et c'est comme ça, en fait, que j'ai forgé mes études encore par la suite en faisant un MBA, en travaillant à temps. J'ai fait un MBA à temps partiel en travaillant à temps plein, parce que là, j'allais dire l'inverse. Et bref, j'ai poursuivi ma carrière dans l'imprimerie. On a été rapidement rattrapés par... 30 secondes. 30 secondes. En fait, ça s'est mal terminé parce que l'imprimerie, c'est plus à mode. On a vendu, on a fusionné. J'ai acquis des entreprises par la suite. Et puis mais tu auras l'occasion d'y revenir. Oui, merci. Merci beaucoup. Mélissa, est-ce que brièvement on peut... Oui, brièvement, ça va être... mais je suis la très vieille, fait que c'est normal. La question, c'est... mon histoire, c'est qu'en fait... ton parcours personnel, mon parcours, j'avais un café bio-écolo équitable sur la rue Beaubien en 2000, à l'époque des cafés Internet. Et Oxfam m'a ouvert des postes à l'international. J'ai appliqué, j'ai été sélectionnée, j'étais déjà dans le bio, écolo, équitable.
Fait que, je peux-tu compter une blague en attendant? Ah oui, OK. oui, écoute. Fait que là, dans l'entrevue, j'ai du Lac-Saint-Jean avec mon accent, là, vous avez compris. Puis dans l'entrevue, pour être sélectionnée, il fallait parler 2 langues. Fait que moi, comme je parlais pas anglais, j'ai dit que je parlais arabe. Fait que... C'est comme ça que tu es arrivé. C'est comme ça que c'est arrivé là, puis ils m'ont dit « Ah oui, salam alaikum, la base béret. » Et là, moi, je leur réponds « Ben là. » Fait que, je sais qu'il y a des Arabes dans la salle. Ben là, en arabe, ça veut dire « Non, je ne vais pas répondre à ta question. » Fait qu'ils m'ont dit « Ben tu t'en vas au Maroc, ma belle. » Puis là, au Maroc, j'ai découvert les coopératives d'huile d'argan. Et là, à l'époque, il y était 70 femmes berbères, veuves répudiées. Puis ils m'ont dit, mais Mélissa, tu veux-tu vendre de l'huile au Canada? Je dis, ben oui, pas de problème, avec Bouchkil. Fait que j'ai importé de l'huile d'argan, j'ai commencé et j'ai rencontré une biochimiste qui m'a dit, mais il faut que tu homogénises l'huile d'argan. Si tu veux vendre des cosmétiques, l'huile, ça flotte, ça pénètre pas la peau. Donc, lance-toi une gamme. Et j'ai dit, ben pourquoi pas? Parce que je voulais les aider, les femmes berbères. Puis, en tout cas, 25 ans plus tard, on n'a pas 70 femmes, on a au-dessus de 5000. Wow. Bravo. Je vais vous mailer, Stéphanie. Oui, c'est Stéphanie. C'est drôle parce que, comme Annie, moi aussi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon père et ma tante, quand ils ont émigré au Québec, ont décidé de lancer d'abord une épicerie, donc qui offrait des produits pour la communauté haïtienne, les communautés noires et aussi les communautés issues de la diversité. Donc, j'ai passé mes étés à travailler là, avec la famille et tout ça. Donc, c'est vraiment une entreprise familiale. Mais je dirais que pour moi, la fibre entrepreneuriale est venue vraiment beaucoup plus tard. Puis il faut dire aussi que nos parents, pour ceux qui sont peut-être qui ont des parents qui sont issus de l'immigration, on nous pousse beaucoup à aller vraiment dans des secteurs qui sont, disons, considérés comme sécuritaires. Donc, mes parents voulaient que je devienne médecin ou peut-être avocate ou comptable. Donc, j'ai fait des études en sciences santé puis sciences de la nature pour me rendre compte que finalement, c'était pas ça du tout. Je me souviens, j'avais été à l'université puis on avait, c'était un labo de biochimie parce que je pensais que je voulais devenir biochimiste. Et là, je me suis dit, non, je ne me vois pas travailler dans un laboratoire, longueur de journée. Je pense que j'aime les gens, j'aime le contact avec les gens. Donc, finalement, j'ai bifurqué, puis donc, j'ai fait des études en administration des affaires, en marketing, pour ensuite, c'est ça, faire le certificat en relations publiques. Et là, je pense que là, j'ai découvert comme, ah oui, c'est ça que je veux faire. Donc, fait que j'ai commencé ma carrière, en fait, en relations publiques, à travailler dans les agences. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Puis après ça, j'avais le goût de découvrir l'international. Donc, sur un coup de tête, j'ai quitté mon emploi. Puis je me suis dit, bon, je m'en vais en Espagne et puis je vais voir si je suis capable de trouver un emploi là-bas. C'était un petit peu plus difficile que je pensais. Puis à un moment donné, je me suis arrivée, j'avais épuisé mes économies. Puis je me disais, bon, c'est soit que je marie un Espagnol ou soit que finalement, je reviens au Québec. Donc, je suis revenue au Québec. Et puis, mais après ça, j'ai décidé de repartir. Je suis partie au Mexique. Puis là, j'ai pu travailler quelque temps à la délégation du Québec à Mexico. Nous allons continuer avec la prochaine prochaine question. Ça. Vous aurez le temps d'y revenir, je vous jure. Oui, ouais. Vas-y. Non, vas-y, Sophie. Toi. Commence par une belle histoire, commence par « Il était une fois », mais là, je vais me faire chicaner. Mais je fais le pont avec l'histoire d'immigration, en fait, de Stéphanie. Moi, je suis issue, en fait, mon histoire a commencé dans un sous-sol à Brossard, donc fille d'immigrants portugais première génération, qui ne viennent pas du tout de famille d'entrepreneurs, mais ô combien qui rêvaient que je sois médecin, avocate ou quelque chose comme ça. Et je me suis inscrite justement à la FEP en relations publiques. Et tout le long de mes études, ils n'ont jamais compris ce que je faisais. C'est comme vraiment très abstrait et tout ça. Mais en fait, très jeune, mon parcours a été teinté de la curiosité puis ce désir d'entreprendre. Parce que moi, j'avais des grands rêves, soit celui d'aller voir ailleurs. J'avais cette curiosité-là de parcourir le monde. C'était vraiment ça. Et je savais que je ne pouvais pas compter sur mes parents. Et si je voulais atteindre ces rêves-là, il fallait que je travaille fort et très jeune. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière en direction de marque, alliance stratégique. Dans le fond, à 19 ans, j'avais ma boîte Sophie Reiss Relations publiques où je gérais des marques internationales comme des Geox, des Lacoste de ce monde, des cosmétiques cliniques. Ça n'avait aucun bon sens. Et j'étais en même temps sur les bancs d'école ici. Et c'est ce que j'avais beaucoup apprécié, en fait, d'avoir cette, justement, connexion avec le milieu réel, parce que moi, j'étais dans le milieu réel, et ce, très jeune. Ce qui m'a permis d'atteindre des postes de direction à haut niveau, mais vraiment en milieu corporatif, Rogers, Vidéotron, Québécois, en fait, pendant plus d'une dizaine d'années.
Puis après, ben là, je ne veux pas brûler le punch, là, mais tu sais, alors, j'embarque là-dedans. Puis après ça, en 2016, je me suis posé une grande question qui était vraiment pourquoi? Tu sais, qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce qui peut générer un impact de plus grand dans mon monde, dans notre monde? Et c'est là où je suis arrivée avec l'opportunité de cofonder La Ruche, qui est une plateforme de financement participatif, un outil, un levier économique. Et après ça, ben, plein d'autres projets qu'on parlera parallèles, des beaux projets de cœur, mais qui ont des beaux impacts sur notre monde. Ben là, vous allez pouvoir vous éclater. Ben là, hey, je me suis pas fait chicaner. Non, c'est bon. Alors, je vous invite à vous éclater parce qu'on aborde le deuxième thème qui va être la motivation, les grands déclencheurs puis les plus grands défis auxquels vous avez eu à faire face. Alors là, je vais encore vous mêler. Je commence par Mélissa. C'est 2 questions là, dans une. Donc, les plus Oui, gros défis... oui, c'est parce qu'on manquait de temps. Bon, mais motivation, moi, à chaque jour, c'est j'ai des photos. Là, je suis très people, human. C'est les femmes berbères. À chaque jour, je me dis, bon, OK, eux autres, ils comptent sur moi pour que je vende plus d'huile d'argan. Donc, let's go. Ça, c'est ma première motivation. Les défis, j'ai vécu 2008, le drame. Je ne sais pas si vous autres l'avez vécu, là, 2008. Mais j'ai vécu la pandémie aussi. Puis j'ai vécu le divorce après la pandémie. Fait que c'est 3 gros défis quand tu es une femme que j'ai surmonté. Mais je pense que c'est mon plus gros, c'est de racheter 100% Zora. C'était mon plus gros défi. C'était quelque chose. Parce que, tu sais, nous autres, les femmes, souvent, on pense qu'on n'est pas bonne. On pense qu'on va pas réussir. On pense que, je sais pas, on est né pour un petit pain. Je sais pas c'est quoi cette mentalité-là, là. Mais on peut y arriver, hein? Même si on parle pas anglais, on peut ouvrir des pays, là. Fait que, en tout cas, moi, c'est ça ma plus grande fierté. C'est un gros défi que j'ai réalisé. J'ai surmonté, puis je pense que là, je suis en train de prouver à plein de monde. Puis je me suis fixée parce que je suis chef de file à la Caisse de dépôt de placement. Puis là, j'ai un gros défi. Là, j'ai dit, moi, je vais ouvrir plein de pays, puis on est parti. Puis, en tout cas, mais ça montre qu'on est capable. Puis j'espère que pour ceux et celles qui sont là ce soir, que vous voulez vous démarrer en entrepreneuriat, on vous attend parce qu'on est juste 120 femmes au chef de file, comparé à 8000 hommes qui sont plus de chefs de file. Donc, il y a beaucoup d'espace pour nous. Puis, il faut s'entraider. Puis, c'est le meilleur support au monde, c'est de s'aider avec les femmes. Je vous le dis, là, c'est vraiment fantastique, hein, n'est-ce pas? Oui, je pense que tu fais une Vraiment. belle annonce, là, Hein? celles qui veulent. Là, Oui, il y a- moi, j'aime il y a- ça aider des startups en plus. Là, fait appelez-moi, il n'y a pas de problème, je suis là. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Mélissa. Plaisir. Annie, est-ce que tu as le goût de... Bien, ma plus grande motivation, moi, en fait, pourquoi je me lève aujourd'hui à tous les jours, c'est pour, je le dis souvent, régler mon deuil de l'entrepreneuriat familial. Nous, on a eu, tu sais, on a fusionné avec une grande ambition dans le monde de l'imprimerie de créer un grand groupe, le 3e plus grand groupe indépendant après Québécois et Transcontinental. Sauf que si je suis devant vous, c'est parce que ça n'a pas fonctionné. Ben, tu sais, moi, je pense que c'est un peu dans les échecs, mais c'est pas vrai, c'est pas un échec, là, mais dans les difficultés qu'on se forge. Moi, j'aimais ça travailler avec mes parents, j'aimais ça travailler dans ce domaine-là. Alors, et je me suis rendu compte au fil du temps que si on s'était fait accompagner, si on avait mis en place possiblement des gens autour de nous pour nous aider, on aurait peut-être passé au travers, puis on aurait régénéré l'entreprise, puis on serait ailleurs aujourd'hui. Donc, c'est ce que je fais à tous les jours avec les gens que j'accompagne. J'accompagne aujourd'hui, moi, des familles en affaires qui souhaitent transmettre ce qu'ils ont construit à la prochaine génération, que ce soit leur entreprise, que ce soit tous leurs actifs, tout ça. Donc, je me lève à tous les matins avec cette fibre-là d'aider d'autres familles à perpétuer, à pérenniser leur patrimoine, leur entreprise. Et ce que j'ai vécu de plus difficile, c'est à travers mon parcours d'entrepreneur, ben, j'ai moi-même dû passer, tu sais, quand j'ai racheté 2 franchises André Lalonde Sport dans un commerce de détail. On ne connaissait pas ça. Nouveau franchiseur, nouveau franchisé. Mise de fonds de mon père avec mon conjoint. Puis bref, ça n'a pas fonctionné. Alors, passer à travers ça, là, racheter mon conjoint parce qu'il est malheureux, perdre nos mises de fonds, puis se retrouver du jour au lendemain, après avoir travaillé 2 ans, comme 7 jours par semaine,
à la sueur de ton front. Fait que là, tu te retrouves, t'es à genoux, t'es épuisé, puis tu te dis, bon, là, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Fait que, tu sais, pour moi, c'est une diplomation en soi. Oui. Puis d'avoir passé à travers ça, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui forge le caractère comme on devient très résilient. Oui, c'est ça, exact. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On fait du roche-papier. Non, Oui, c'est ça. non, Sophie, c'est à ton tour. Ben oui, vas-y. Ben, moi, je dirais, mon plus grand défi pour répondre au point 1, ça a été de toujours tenter de repousser, dépasser les limites sans dépasser mes limites. Puis ça, c'est la chose que je trouve le plus difficile. Surtout que moi, la deuxième partie de ma vie, je la consacre beaucoup dans l'entrepreneuriat social. Donc, on aide beaucoup, on est beaucoup vers l'extérieur, tenter de redonner. Mais souvent, nos limites à nous, qu'elles soient physiques ou même psychologiques, c'est difficile d'aller chercher cette limite-là. Puis, en toute transparence, c'est vraiment ce que je trouve le plus difficile parce que je passerais... Moi, je niaise souvent, je suis comme, hey, moi, je serais la bénévole à temps plein. Ce serait comme, je serais bénévole à temps plein. Moi, j'aimerais ça dire oui à tout. Mais justement, apprendre à dire non, d'être en mesure de reprendre conscience de la valeur de notre temps. Notre temps a une valeur, notre expertise a une valeur. Donc ça, cette fine ligne-là, c'est un grand défi quotidien. Donc, vraiment ça. Et ça, pourquoi je me réveille chaque matin? Avez-vous déjà fouillé l'ikigai japonais? Hein? Cette raison d'être, en fait, de se dire justement pourquoi on se réveille chaque matin. Hein? C'est quoi notre raison d'être? Puis, à un moment donné, moi, j'aime ça les thérapies. Hein? Puis, de faire des démarches et tout. Oh, c'est-tu fun? On devrait tous avoir un budget thérapie, là, hein? Ou aller s'en chercher un. Ouais. Et je me suis dit, non, c'est quoi le lien? Parce que mon parcours est tellement atypique. C'est quoi le lien? Qu'est-ce qui fait que j'ai autant de plaisir et autant de bonheur à faire toutes ces activités-là, ou en fait, toutes ces activités professionnelles, OK? Il doit bien y avoir un lien entre tout ça. Puis j'ai creusé. Puis moi, je me disais, OK, moi, mon ikigai, ma raison d'être japonaise, c'est d'aider les gens à réaliser leurs rêves. C'est ça ma racine. Et c'est pour ça le lien, en fait, c'est pourquoi quand je travaillais en grande entreprise, puis que je travaillais en direction de marque, puis en philanthropie, c'est ça ma motivation intrinsèque qui faisait que j'étais heureuse de travailler et d'arriver au bureau parce que j'aidais le festivalier à bonifier son expérience extraordinaire dans un festival, à l'entrepreneur derrière, justement, cette maison de production télévisuelle ou à grand déploiement, à réaliser son rêve de festival ou de télésérie. Puis, en même titre, cet organisme-là qu'on soutenait par un don, bien, on l'aidait à réaliser ses rêves, en fait, de réaliser sa mission. Puis plus tard, avec mon site de référence pour parents voyageurs, mon guide de référence pour... Bon, j'aidais les parents à réaliser leurs rêves et les outiller d'aller chercher cette curiosité-là et cette ouverture sur leur monde pour être un meilleur citoyen et compagnie, blablabla. Puis, ben maintenant, la dernière partie de ma vie, puis on y reviendra, c'est d'aider les gens à réaliser leurs rêves de santé. Oui, donc, de là, on la va y cohérence revenir. entre tout ça. Je te promets. Ben, je sais, je pense. Merci beaucoup, Oui. Stéphanie. Oui, ben pour moi, ce qui me motive vraiment, bon, je travaille avec les jeunes filles, donc on les accompagne pour les aider à développer leurs compétences en technologie puis en entrepreneuriat. Puis moi, je suis une personne qui est curieuse de nature, puis quand j'ai démarré ça, je me disais, mais il y a tellement de choses à apprendre, puis je pense que c'était aussi un défi personnel parce que j'étais tellement passionnée par tellement de choses que j'ai trouvé ça difficile de canaliser mon énergie puis de dire, je vais faire une chose. Pour moi, c'était difficile de dire, je vais faire juste une chose. Un peu comme toi, des fois, tu as envie de t'impliquer dans plein de projets, mais pour moi, c'est dire aux jeunes filles, d'oser, d'explorer, même si ce n'est pas un secteur ou un domaine qu'elles ne connaissent pas peut-être, mais juste le fait de sortir de sa zone de confort. Je pense que il y a un sentiment d'accomplissement, un sentiment de fierté, de dire j'ai accompli quelque chose que je ne pensais pas que je pouvais faire. Puis je pense que je travaille beaucoup, on est entouré de femmes, puis quand je vois les femmes qui accompagnent nos participantes comme mentors, elles disaient, moi, si j'avais connu un programme comme ça, je pense que ça m'aurait probablement aidé à me propulser davantage, où j'aurais peut-être pas fait autant de détours, de me découvrir moi-même. Donc je pense que quand on se donne l'opportunité d'explorer puis de découvrir qu'est-ce qui nous passionne, qui nous intéresse, moi, c'est ça qui m'allume. Donc, je trouve ça vraiment le fun de pousser, d'encourager les jeunes filles à aller vers ça. Et puis, les défis, c'est ça. Les défis, je pense que, il y a plein d'idées, comme là, en ce moment, je me dis, comme là, il y a plein de projets d'entreprise là, qui fourmillent dans ma tête. Puis, c'est de trouver, c'est quand le bon moment, puis il n'y en a pas toujours de bons moments. Là, des fois, il faut juste se lancer.
Tu sais, déjà, pour moi, quand j'ai quitté tu sais, mon emploi sécuritaire à la ville, puis de dire, OK, je me lance, c'était quand même un bon saut. Je pense que ça fait plus peur à mes parents que d'autres choses, là, mais c'est ça. Mais sinon, c'est ça. Je pense que c'est de... Je pense on vit dans une ère où est-ce que, tu sais, on n'est pas juste... On n'est pas unidimensionnel. Je pense qu'on est multidimensionnel. Puis je pense qu'il ne faut pas se limiter dans les choses qu'on a envie de réaliser. Je pense qu'il faut juste suivre ses passions puis d'y aller. Ben, merci beaucoup. C'est très intéressant. J'espère que vous aussi, vous les trouvez fascinantes. Parce qu'on va aborder le 3e thème. Je l'ai un peu transformé. Le 3e thème, c'est la femme entrepreneur comme telle. Mais, tu sais, on parle de défis et tout ça. Moi, j'ai le goût de leur dire, c'est quoi? Puis là, je m'adresse à Annie et à Mélissa. La première question, c'est que quelle est la richesse supplémentaire d'être une femme entrepreneur? Tu sais, on a assez des difficultés, on sait qu'on est résiliente, etc., etc. Là. Mais moi, je trouve que c'est une richesse. Bon, excusez-moi les gars, là, mais je trouve qu'il y a un sérieux avantage. Alors, est-ce que vous pouvez? Ben moi, je serais curieuse de t'entendre dans les Oui, moi aussi! Après, je vous jure. OK. Vas-y. Non. OK. Ben, ils sont difficiles à voir, les avantages. Ouais, là, moi parce aussi, que j'ai c'est cherche, difficile, là. J'ai là, on est en cherche. 2024, bientôt 25, puis honnêtement, je trouve qu'on a pris du recul. On n'a même pas avancé, fait que là, je veux pas être pessimiste, là, mais... Ben non, mais on est capable d'en Vas-y, trouver. Annie, vas-y. Ben, premièrement, moi, personnellement, j'ai jamais senti de différence, là. Pour vrai. Peut-être que pourtant, j'ai pas l'impression de vivre dans un monde de licorne. Je me suis jamais sentie autre qu'une entrepreneur. Bon. Fait que la richesse d'être une femme, ben, il y a certainement quelque chose dans le style de personnalité aussi. Autre que le fait qu'on est une femme, on a tous ou toutes un style de personnalité. Pour moi, j'ai été capable au fil du temps de bâtir des équipes de travail fidèles, loyales, engagées. Est-ce que c'est parce que je suis une femme? Peut-être. Mais bref, il y a ça aussi dans mon style de personnalité. Donc, des gens qui me suivent encore aujourd'hui, là, après plusieurs années dans ma carrière. Fait que c'est peut-être un trait de personnalité plus féminin, disons. Puis, ben moi, j'ai voulu faire des études pour joindre des conseils d'administration. Alors, le fait d'être une femme, ça m'a aidée. Je ne veux pas, en discrimination positive. Ouais. Après ça, je sais que je suis là par ma compétence. Je sais que j'ai une réelle valeur ajoutée sur les conseils d'administration et les comités consultatifs sur lesquels je siège. Mais bref, il y a certainement le fait que parce que parce que je suis une femme, j'ai été sélectionnée. Alors, je me réconcilie avec cet avantage-là. Oui, mais on Mélissa, a changé beaucoup d'idée. d'aide. As-tu Parce changé que merci d'idée? au gouvernement. À toutes il y a Morolial Inc., France en arrière, derrière, là, qui aide beaucoup les femmes. C'est des entreprises. Merci, parce que ça fait pas longtemps de ça. Puis moi, là, je peux-tu vous conter une anecdote? Là, que quand Encore? je Oui, visitais pas de un problème. local, là, 20 ans, ben, je me suis fait fermer la porte Ben parce oui. que j'étais une femme. Puis les hommes ne voulaient pas louer des locaux à des femmes. Après ça, ma banque, elle ne voulait pas me donner la même marge de crédit que mon associé parce que j'avais pas d'enfant, puis il avait peur que je tombe enceinte. Ça, il faut le dire, ça fait la main. Puis après ça, tu sais, mais ça fait peut-être 15 ans que là, je vois qu'il y a un changement, que là, il faut qu'on intègre, je m'excuse, là, mais là, on était une communauté, là, c'est les femmes. Là, après ça, tu sais, c'est... Mais veux pas, c'est difficile quand tu es une femme. Puis au Québec, on est chanceuse. Là, on est dans un Alibaba, la lampe magique, parce que, tu sais, là, on a au moins du pouvoir auprès des gouvernements. Là, les gens, ils veulent investir. La BDC, ils ne se comprennent plus pour vous donner du financement si jamais vous en cherchez. Investissement Québec, ils ne savent plus quoi faire. Pour les femmes, fait que si jamais vous avez des projets, c'est le temps d'investir, ils en ont. Donc, ça, on est vraiment aidés depuis peu. Mais c'est très difficile de se lancer quand tu es femme. Puis oui, c'est beau qu'ils nous mettent ces comités, là, mais tu sais, je veux dire, on a-tu des compétences? Oui, puis il faudrait pas parce qu'on est une femme que là, il faut que je mette 2 femmes sur mon comité administratif parce que je fais pas le... Tu sais, c'est ça qui est un peu rendu choquant, un peu... je sais pas si vous me comprenez, là, mais... En tout cas, mais bref, on a encore du chemin à faire.
OK. C'est- Stéphanie, Sophie, avez-vous le goût de rétorquer ou de Ben, donner votre opinion là-dessus? Mais je trouve ce que tu dis, Mélissa, c'est vrai. Je pense qu'effectivement, je pense qu'il y a des choses intéressantes qu'on voit qui sont en train de se développer au niveau de tout ce qui est l'investissement. Puis en fait, il y a des statistiques qui disent que les gens qui entreprennent en ce moment, c'est plus de femmes que d'hommes oui. et beaucoup de femmes issues de la diversité aussi. Oui. Donc, fait que ça, c'est des statistiques. Mais la réalité, c'est qu'au niveau de l'investissement, hier, j'étais à une conférence qui parlait de capital de risque. Puis les femmes, elles reçoivent à peu près que 2 puis moins de 2 du capital de risque. Là, quand on regarde comme comment les entreprises, les startups reçoivent du financement. Donc oui, je pense qu'il y a encore des défis. C'est pas quelque chose qui est facile, puis encore plus pour les femmes aussi issues de la diversité. Donc il y a encore du chemin à faire de ce côté-là. Moi, ce que je dirais, peut-être une des choses, parce que moi, j'ai toujours évolué dans un milieu de femmes. Même, je suis allée à l'école secondaire, dans une école de filles. Donc, pour moi, comme souvent on entend, c'est comme peut-être des histoires un peu négatives, mais moi, ça a été le contraire. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une solidarité puis une entraide. Quand j'ai démarré mon organisation, moi, je ne viens pas du milieu de la tech. Et là, je me disais, bon, OK, mais qui je vais aller voir pour m'aider, puis tout ça. Puis on m'avait présenté une femme entrepreneur, qui avait lancé sa start-up. Puis elle m'a dit, je vais inviter toutes des femmes que je connais dans mon réseau. Elle dit, je vais inviter 15 femmes, tu viens, puis tu fais ton pitch. Et c'est vraiment comme ça que ça a démarré. Fait que moi, c'est vraiment, je veux dire, évidemment, il y a des hommes qui ont ouvert des portes et tout ça, mais je veux dire, de voir ça, moi, ça a été vraiment comme wow. Je veux dire, c'est. Puis pourtant, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le milieu de la technologie aussi. Donc, je pense que c'est ça, c'est de trouver des alliés, des gens avec qui on peut se lancer. Puis des alliés, on n'a pas que des femmes, mais aussi des hommes aussi qui peuvent nous aider. Là, je pense que ça, c'est important. Mais oui, on a encore du travail, mais je pense que je veux être aussi optimiste. Là, je pense qu'on s'en va vers la bonne direction. Mais disons que, comme tu l'as dit, Mélissa, je pense que c'est des petits pas. C'est pas toujours. C'est pas toujours évident. Sophie, est-ce que Moi, je rejoins beaucoup Mélissa parce que c'est vrai qu'au début des années 2000, moi, je travaillais en agence de publicité qui était encore dans l'époque presque Mad Men, où les gens avaient, pour vrai, du gin et le petit carrousel encore là, dans le bureau de direction. Là, je vous jure que je nommerai pas le nom de l'agence, puis allez pas voir sur LinkedIn. Là, mais vous pouvez aller voir sur LinkedIn si vous êtes curieux. Mais c'était vraiment ça. Là, puis le nom de la personne qui l'avait, ça commence par C. Non, mais je laisse. Mais c'était ça. Fait que oui, puis même en milieu, après ça, corporatif, moi, je suis en technologie, puis moi, j'ai vécu... toi, tu parlais justement de discrimination peut-être d'un côté, mais moi, c'était de l'agisme, en fait, mais inversé. J'étais la plus jeune dans des positions exécutives de l'histoire de Québécois. T'sais, moi, je relevais de Manon Brouillette, qui, comme vous connaissez son histoire, ça a été une chance extraordinaire, mais il a fallu aussi que je fasse ma place aussi. Mais je l'ai fait, en fait, je pense, de façon saine, en travaillant sainement dans le respect et en mettant de l'avant mes compétences. Puis, c'est niaiseux, mais il a fallu que je fasse attention à des affaires. T'sais. Là, j'ai les cheveux beaucoup plus pâles. Il a fallu que j'avais des cheveux bruns foncés. Moi, ça, c'est ma couleur plutôt naturelle. Mais il a fallu que je fasse ça. Puis je sais que c'est pas correct, mais je l'ai fait volontairement parce que je suis grande, je suis mince. Fait qu'il a fallu que je fasse des gestes, en fait. C'est plate que je pense que je n'aurais pas à faire maintenant en 2024. Mais à cette époque-là, il y a 24 ans, il a fallu que je le fasse. Puis, je faisais attention, j'arrivais au bureau, puis j'étais vraiment habillée en tailleur, là, vraiment de façon très corporativement straight pour que ce qui dégage, ce soit ma tête, puis ce que j'ai ici à l'intérieur, puis cette volonté-là, et pas d'autre chose. Puis je pense que j'aurais... En tout cas, les femmes de mon entourage, ou du moins ceux que je vois présentement au milieu corporatif, n'ont pas eu besoin de se tourner down, en fait, de la même façon qu'il a fallu que je le fasse peut-être à l'époque. T'sais. Puis après ça, à la ruche, en milieu entrepreneurial, je suis tellement d'accord avec toi. C'est la manne là, des subventions, c'est la manne. Là. C'est comme là, on est complètement dans un ordre, dans une mouvance extraordinaire. Fait qu'en tout cas, profitez-en. C'est vraiment ce que je veux vous dire. Profitez-en. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais j'ai jamais senti que ça a été un frein. Puis la chance que j'ai eue, c'est comme toi, les femmes qui étaient autour de moi dans des milieux corporatifs m'ont aussi donné des très bons exemples de femmes au pouvoir, de femmes de tête, mais aussi de femmes de cœur. Et c'est ça que j'ai vraiment été chanceuse pour ça. Bien, merci beaucoup. On voit à quel point les femmes sont importantes, n'est-ce pas? Ouais. On fait affaire ici, il y a plusieurs personnes que je vois qui ont les oreilles grandes ouvertes, les yeux, des femmes ambitieuses, des femmes qui veulent réaliser des choses.
Alors, notre prochain thème, c'est, je demanderai à nos panélistes, qu'est-ce qu'elles conseillent, qu'est-ce qu'elles recommandent pour les femmes, justement, qui veulent se lancer dans l'entrepreneurship au féminin. Les gars aussi, vous pourrez poser des questions. J'aime bien vous taquiner, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que vous recommandez. Vous avez tout un parcours, ça a été rempli d'embûches, ça a été aussi des personnes qui vous ont aidé dans le courant de votre parcours, de votre cheminement. Qu'est-ce que vous retenez le plus? Qu'est-ce que, par exemple, Stéphanie disait, moi, si j'avais eu un mentor et tout ça, vous êtes des mentors. Alors, qu'est-ce que vous recommanderiez? Quels sont les conseils que vous donneriez à ces personnes-là qui sont ici présentes puis qui partagent et qui écoutent chaque mot précieux que vous leur donnez? J'ai pas de nom, la personne qui a le goût d'en parler, mais vous allez toutes parler. Ben, écoute, moi, j'ai le goût de me lancer. Tu sais, je pense que je me lance dans un terrain philosophique, mais avant d'entreprendre à l'externe, essayer d'entreprendre à l'interne. Donc, avant de faire, essayer d'être. Donc, d'aller à la rencontre de soi, puis vous demander vraiment qu'est-ce qui est juste pour vous, puis pourquoi vous faites vos actions, puis pourquoi vous avez envie d'entreprendre telle chose. Je sais pas. Moi, je vous invite à faire une introspection, en fait, avant de vous lancer. Ça, c'est vraiment plus mon petit conseil de mon côté. Pas un frein, mais juste pour être encore le mieux, parce que derrière tout entrepreneur, il y a un humain. Fait, puis d'essayer de ne pas perdre l'humain au fil de votre aventure. Ça serait vraiment comme un conseil que je donnerais. Mais si tu recommencerais à zéro, Ouais. qu'est-ce que tu ferais différemment? Je brûlerais beaucoup moins la chandelle par les deux bouts. OK. Personnellement. Mais est-ce que c'est possible de faire ça quand on est entrepreneur? C'est ça qui est difficile. Mes parents sont bien découragés. En fait, ils sont vraiment découragés parce qu'ils sont bien découragés. C'est un feu qu'on a, je dirais, à 4 ans. Je m'obstinais auprès de ma mère parce que j'avais entrepris de faire un château en papier mâché. Puis il était 11 heures le soir, puis ma mère me raconte toujours cette anecdote, puis je ne voulais pas aller me coucher tant que j'ai pas fini mon château, puis je l'ai fini à 2 heures du matin, là, tu sais. C'était comme ce désir d'entreprendre, il était de plus, tu sais, c'est fort. Mais c'est ça mon plus gros défi. OK. Ben, Vous moi, autres, il y a comment vous quelqu'un- vivez votre conciliation? À l'époque, là, j'avais participé au Sage Montréal Métro. Je ne sais pas si ça existe encore, France. Non, en tout cas. Il nous avait dit, si tu veux avoir ton projet puis savoir si ça va vraiment fonctionner, là, tu vas dans 20 pharmacies puis tu dis, ben moi, j'ai des biocosmétiques, est-ce que ça vous tenterait, ça vous intéresserait? Puis aussitôt que tu as ramassé 20 feuilles, ben on va te donner une subvention. Et là, Oh, c'est parti! mais là, je suis partie, mais là, j'ai pu réaliser, j'avais rien, là, c'était tout dans ma tête, mais en fait, je vendais mon projet à des gens, puis les gens me signaient des lettres, j'en ai ramassé 50 des lettres. Mais là, je me suis dit, bien, il y a un marché pour ça. Fait que, puis à chaque fois maintenant que je donne des conférences, je dis aux gens, mais si vous avez une idée, faites comme moi, là. Allez voir des gens, des clients, puis demandez-leur si votre idée, ça les intéresserait. Si vous ramassez 50, ça veut dire qu'il y a vraiment un beau potentiel de marché, là. Fait, mais c'est vraiment un truc niaiseux, simple, que ça fonctionne tout le temps, puis je vous conseille fortement de faire ça. Puis ça ne coûte rien, en fait, ça va rien prendre votre temps, puis en même temps, Ouais. vous allez voir, vous allez peaufiner votre idée, puis vous allez pouvoir vous lancer. Donc, Comme ça on serait ça, mon dit, truc. vous foncez, Ben, oui. vous lâchez pas l'idée, vous vous acharnez, vous êtes résiliente et... Bien, si je peux peut-être surfer là-dessus, c'est une des raisons d'être de la ruche, la plateforme de financement participatif qui permettait de tester des idées Ouais. avant que l'entrepreneur prenne un risque puis soit en mesure d'aller chercher un gros prêt ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, le principe d'un financement participatif, c'est que tu prévends ton idée. Donc, tu vas vraiment, dans le fond, aller chercher ton capital, mais d'une autre façon, en allant chercher des petits contributeurs qui, ensemble, vont préacheter un produit en croyant au produit. Puis, il n'y a rien de plus... Tu sais, toi, tu l'as fait avec ta signature, c'était comme une promesse verbale, mais il n'y a rien de plus impactant que de sortir ta carte de crédit puis de dire « Ouais, sais-tu quoi? Moi, je t'en précommande 10 quand tu seras prête. Si c'est juste dans 1 an, dans 2 ans, c'est pas grave. Mais je te précommande. Puis si jamais tu seras remboursé, si jamais tu l'as pas. Mais voilà. » C'est bon. Stéphanie? Oui, bien, je suis d'accord avec ce que dit Mélissa puis Sophie. Je pense que quand on a une idée, la meilleure chose de savoir si ça fonctionne, c'est de le tester, mais d'aller voir justement des gens, parce que
En fait, souvent, c'est comme en entrepreneuriat, on va dire, faut pas tomber en amour avec la solution, faut tomber en amour avec le problème. Puis je pense que c'est ça, c'est quoi le problème que vous voulez régler? Puis je pense que quand ça, c'est clair, puis que, tu sais, si vous avez parlé à des gens que, tu sais, vous dites, OK, oui, ça répond à un vrai besoin. Là, je pense que vous tenez quelque chose d'intéressant, puis c'est de faire des petits tests. Parce que, tu sais, je pense que souvent, les gens, tu sais, on peut comme se lancer dans une idée, puis tu dis, ah ouais, j'ai l'idée du siècle et tout ça, puis finalement, tu sais, tu t'investis, tu mets 1 an, 2 ans sur ton projet. Finalement, tu te rends compte qu'il n'y a personne qui le veut, le produit ou le service. Donc, je pense qu'on est vraiment là, tu sais, on parle d'itération. Donc, tu sais, nous, c'est ce qu'on enseigne aux jeunes filles. Tu sais, allez faire des sondages, tu sais, vous allez envoyer ça, tu sais, allez tester auprès des amis, auprès de la famille. Tu sais. C'est le problème, est-ce que tu sais, il y a vraiment quelqu'un qui vit ce problème-là? Donc, mais il ne faut pas tester avec la famille et les amis. Mais ça dépend si ça dépend c'est quoi le type de projet. Mais c'est vrai que des fois, tu sais, ils peuvent plutôt être des freins que d'autres choses, je suis d'accord. mais je pense que c'est ça. Puis des fois aussi, il faut juste se lancer puis de suivre son instinct puis d'avoir confiance en soi. Tu sais, moi, je me souviens, c'était pas quelque chose que, tu sais, j'avais en tête de lancer l'organisation. C'était vraiment, j'ai vu une opportunité, puis je me suis dit, pourquoi pas? Est-ce que, tu sais, maintenant, avec le recul, est-ce que, tu sais, sachant est-ce que je l'aurais lancé? Je sais pas, mais des fois, c'est bien de pas trop tout savoir non plus, parce que ça peut nous arrêter. Mais je pense que, tu sais, bon, on a beaucoup d'outils aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes, il y a plein de gens autour, tu sais, auprès de qui on peut aller chercher aussi un peu d'informations, mais des fois, il faut juste, tu sais, comme sentir, OK, c'est quelque chose que je ressens, puis il faut juste le faire. Puis, tu sais, puis des fois, on dit, bon, on va apprendre au fur et à mesure. Donc, oui, on peut peut-être se casser la gueule, mais bon, ça fait partie de... Ça fait partie de... ça fait partie du parcours. C'est ça, exactement. Annie, moi, en fait, mon parcours est différent et en fait, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que dans le mot « entreprendre », il y a le mot « reprendre ». Puis c'est parfois moins sexy, c'est peut-être moins glamour, je ne sais pas, que de partir de zéro. Sauf qu'actuellement, au Québec, on est dans un déficit de repreneurs incroyable. Il va y avoir multitude d'entreprises, de petites entreprises à plus grandes entreprises à vendre ou à transmettre. Et c'est une façon d'être entrepreneur, reprendre quelque chose qui existe déjà, sur lequel vous allez pouvoir mettre votre couleur. Souvent, je compare ça à est-ce qu'on construit sa maison de zéro ou on achète une maison qui existe déjà? Alors, tu sais, le repreneuriat, c'est une super belle façon d'être entrepreneur aussi pour ceux et celles que ça intéresse. Puis, il y a des choses qui existent déjà. On part avec une base, on part possiblement avec une équipe aussi pour celles et ceux qui ont besoin d'être avec des gens pour entreprendre. Fait que moi, je conseillerais ça. Puis, il y a de l'argent pour reprendre des entreprises parce que c'est vraiment c'est un défi socio-économique incroyable au Québec présentement. Fait que moi, je vous pisterais là-dessus. Et pour être entrepreneur, pas brûler la chandelle par les deux bouts et ou avoir un pace de marathon ou d'ultramarathon. Ça prend vraiment de l'énergie, ça prend une batterie avec une longue durée parce que ça finit jamais. Oui. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, tu sais, je pourrais travailler 7 jours par semaine, 365 jours par année, puis il n'y aurait pas assez de 24 heures dans une journée. Alors, il faut savoir doser, prendre soin de son énergie, savoir où bien mettre ses énergies, et avoir aussi ce tempérament-là en soi, parce qu'il y en a qui, malheureusement, ne l'ont pas. Alors, je pense qu'on est bien fait physiologiquement quand on est entrepreneur, parce que ça prend de l'énergie, mine de rien. N'est-ce pas qu'elles sont formidables, ces femmes-là? Hein? Bravo, bravo. Avant qu'on passe au prochain thème, c'est la question qui tue. Et là, M. Janas, il va être très content. En quoi une formation à la FEP vous a-t-elle aidé ou a-t-elle eu une incidence sur votre parcours professionnel? Je peux vous dire que moi, je fais partie de la famille aussi. J'ai enseigné plus de 30 ans à la FEP. Alors, c'est vraiment un privilège d'être ici ce soir puis de voir ces femmes aussi épanouies, etc. Mais je reviens avec la question qui tue.
Qui veut commencer? C'est une excellente question. Et moi, j'aimerais ça commencer parce que ce que j'ai trouvé, c'est que vous nous apprenez à réfléchir. Je m'excuse, je vais parler d'une autre école juste à côté. Eux, ils nous apprennent à apprendre par cœur, mais ici, ils nous apprennent à réfléchir par nous-mêmes, puis pas être bourrage de crâne, là, si on peut dire. Et c'est ce que j'en ai retiré. Puis moi, j'ai eu la meilleure professeure au monde. Mais je peux rien que vous conter une anecdote, là, parce qu'elle m'a même chicanée dans mon examen final. Elle m'avait dit « Mélissa, elle est extraordinaire quand elle parle, mais on comprend rien. Ça veut rien dire. » J'ai quand même eu un A+. Mais ça m'a permis de grandir puis de foncer. Donc, vraiment, merci. Continuez les études. Ça l'aide vraiment à devenir les femmes qu'on est, là. Vraiment. Ben moi, je l'ai vendu, le punch, tantôt, je l'ai dit. J'ai confronté mes collègues de classe à plusieurs et multiples reprises parce que j'étais toujours celle qui disait « Oui, mais avez-vous pensé que du côté patronal, il pourrait se dire ça ou il pourrait se faire ça? » Et j'ai appris énormément parce que en face de moi, j'avais des stratégies, des contre-arguments que je servais à ma mère le lendemain, comme je vous ai dit. Alors, pour moi, ça a été une école pratico-pratique, en fait. Être à l'école le soir, puis le lendemain, c'est tout de suite mettre en application. Puis pour moi, pour mon parcours à moi, ça a été, c'est la meilleure façon d'apprendre, je trouve, d'être capable tout de suite de mettre en application ce que tu apprends et ou de le confronter, là, parce que ça arrive que les théories ne sont pas toutes pratico-pratiques. Fait que c'est une façon de le dire aux professeurs la semaine d'après. Sophie? Ben moi, c'était beaucoup ça. Moi, je travaillais à temps plein. J'ai commencé à travailler à temps plein. J'avais 17 ans et demi, là, vraiment. Donc, pour moi, c'était une solution pour, justement, atteindre mes rêves, mes objectifs par la flexibilité, ne serait-ce que de l'horaire. Fait que moi, en toute objectivité, j'ai choisi l'UDM pour l'horaire. C'est vraiment c'était ça ma motivation principale. Mais lorsque j'ai commencé, c'est là où j'ai compris, justement, toute la valeur ajoutée, puis cette espèce de diversité que j'ai trouvée extraordinaire dans les classes, parce que, comme tu disais, Annie, c'était des gens, pour la plupart, qui travaillaient aussi. Et c'est ça qui, pour moi, me stimulait, parce que, premièrement, je me sentais moins seule. Hein? Parce que moi, dans ma communauté, je veux dire, les gens allaient au foyer de Brossard. Là. Je veux dire, j'étais très loin d'aller au Solis de Brossard. Là. Moi, je travaillais à temps plein, 7 jours sur 7. Ma première journée de congé, je l'ai eue à 23 ans. T'sais. Fait qu'on s'entend que je me sentais moins seule parce que je me suis créée. Je me disais, ah, ouais, toi aussi, t'as ça. Oh! Oui, oui. Puis l'autre chose, OK? Ben moi, vu que je travaillais déjà en entreprise, j'avais des cas réels. Donc, j'étais en mesure de pouvoir, comme tu disais, Annie, appliquer aussi. Et j'ai créé des connexions avec des enseignants. Magali Legault, c'est encore quelqu'un que je veux dire, une amie. Parce que j'avais justement cette relation-là que je crois que je n'aurais pas nécessairement eu dans des classes plutôt magistrales d'un horaire conventionnel, d'un cursus conventionnel. En tout cas, moi, je le recommande à tous mes amis. Et Stéphanie? Bien, moi aussi, je pense que ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le côté très pratico-pratique. Ouais. C'est qu'on arrivait, puis déjà, les professeurs, la majorité des professeurs, c'était des gens qui étaient déjà dans l'industrie. Donc, on pouvait vraiment échanger puis de comprendre, puis c'est quoi cette industrie-là, comme justement les agences de relations publiques. On a fait des stages, puis je sentais qu'on allait chercher vraiment une expérience concrète sur le terrain déjà. Pendant qu'on était aux études. Puis moi, je veux dire, mon premier emploi que j'ai fait dans une grande agence, c'était un des professeurs du certificat qui m'a permis de pouvoir entrer dans cette agence-là. Donc, pour moi, ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Puis ça a vraiment lancé le début de ma carrière. Et puis, j'ai fait aussi des amitiés que j'ai encore aujourd'hui. Là. Donc, on a fait une bonne partie de notre parcours. On se suivait. Si moi, le stage ne m'intéresse pas, je lui disais, ah, toi, je pense que ça pourrait être bon pour toi. Puis à l'inverse aussi. Donc, fait que je pense que c'est une belle école pour celles et ceux qui, justement, peut-être ont envie de quelque chose de plus pratique puis qui ont envie de se lancer tout de suite sur le marché du travail. Je trouve que ça amène des opportunités dans ce sens-là. Ben, merci beaucoup. Est-ce que ça vous va, M. Jonas? Oui. Non, j'aime bien badiner, hein, comme vous avez pu remarquer. Je veux juste vous dire que ce fut un réel bonheur de partager la scène avec ces femmes d'exception. Et puis, que vous soyez là aussi, on vous remercie beaucoup d'avoir échangé autant. Merci. Merci.